Pour les combattants, la guerre ne se termine jamais avec la signature d'un armistice. Ils la revivent chaque nuit, encore et encore. Le bruit des combats, l'odeur de la poudre, le sang versé des camarades. Mais qu'en est-il pour les civils? Pour ceux qui ne perçoivent des affrontements que des rumeurs lointaines? Leur peur n'est-elle pas plus intense encore? Car les visions de cauchemars qui hantent leurs esprits sont pour la plupart imaginaires. On se souvient de ce Japonais oublié sur une île déserte du Pacifique, persuadé que son pays était toujours en guerre et qui continuait à se battre contre des ennemis invisibles. Il était seul, coupé du monde. Comment pourrait-on envisager qu'un événement analogue puisse s'être produit en France, dans un pays peuplé, couvert de routes, doté de moyens d'information modernes? Impossible, me direz-vous. Eh bien, c'est pourtant l'histoire incroyable et tragique qu'a vécue Raymond Quincereau et que m'a raconté Henri Habert il y a quelques années. Nous sommes arrivés sur les lieux en fin d'après-midi. On nous avait prévenu que la veuve Quincereau n'était pas sortie de chez elle depuis 3 semaines. Une femme de 80 ans vivant seule, c'était pas la peine d'être très futée pour imaginer ce qu'on allait trouver. Et c'est comme ça dans les villages. C'est leur mentalité. Et on attend 3 semaines avant de prévenir la police. Le chef s'est avancé dans l'allée. Et une voix d'homme à l'étage s'est mise à nous gueuler dessus. Il nous menaçait avec sa pétoire. Il disait « Je sais que vous êtes avec les Boches !» Et le type dont il parlait, c'était Raymond. Raymond, mon premier amour. On s'était connus dans un bal 5 ans avant la guerre. On avait dansé ensemble. Et il m'avait fait rire, parce qu'il était drôle, il était drôle. Qu'est-ce qu'on a pu rire tous les deux. Et puis, en dansant, vous savez comment c'est. Bon, c'était, évidemment, c'est pas comme maintenant. D'ailleurs, maintenant, ils s'embrassent plus parce qu'ils sont à 10 mètres les uns des autres. Mais là, c'était... Alors, on se faisait des bises. Et puis des bises, des baisers, des vrais baisers. Des vrais baisers d'amoureux. Oh, qu'est-ce qu'il embrassait bien. Ça a été une période merveilleuse. Par contre, celle qui trouvait que ce n'était pas merveilleux, c'était sa mère. Une véritable carne. Elle ne pouvait pas me sentir. Elle était jalouse. Ça fait pas l'ombre d'un doute, elle était jalouse. C'était une petite vieille tout en noir. Je la détestais. Et puis, je crois qu'elle avait une pension de l'État, mais elle était radine comme c'était pas permis. Un jour, je vais chez eux pour aller chercher Raymond. Je ne sais pas pourquoi faire, peut-être pour aller faire un tour. Je ne me souviens plus très bien, mais enfin, je vais chez eux. Elle ne me laisse même pas entrer sur le pas de la porte. Elle me dit, mais alors, l'œil sec, elle me dit... Raymond est parti pour le maquis. Mon Raymond parti sur le maquis, pour le maquis. Pour se battre contre les Allemands. Ça, je trouvais ça très courageux. J'étais très fière de lui. Mais enfin, ce que je trouvais moins drôle, c'était qu'il risquait d'y laisser sa peau, quoi. Et en fait, j'ai appris plus tard, peu de temps après d'ailleurs, j'ai appris qu'il avait été tué. En tous les cas, cet après-midi-là, j'étais en train de jouer avec les gosses du village, et quand on a entendu hurler, quand on a entendu crier le vieux, on a couru tout de suite pour aller voir l'enfermé. Hein. Dans le langage régional, l'enfermé est un paysan qui se barricade dans sa maison et menace les gendarmes avec un fusil de chasse. De nombreuses raisons peuvent expliquer ces brusques coups de folie. Une affaire d'héritage qui tourne mal, une saisie d'huissier, un abus d'eau de vie qui saccage le cerveau, ou tout simplement le poids insupportable de la solitude. Il en va tout autrement dans le cas qui nous intéresse. Depuis la mort de son mari et de son fils, la veuve Quincereau habite seule sa maison. Oh, certes, son caractère s'est aigri, ses réactions peuvent être imprévisibles. Mais ce n'est pas elle qui braque un fusil sur les gendarmes.
C'est un homme déclaré mort depuis des décennies. C'était complètement absurde. Le chef essayait de faire comprendre à l'enfermé qu'on était venu seul, que les Boches n'étaient pas avec nous. Mais le type voulait rien comprendre. Alors, il s'est mis à parler d'une certaine Madeleine. On ne comprenait absolument rien. Il n'y avait aucune Madeleine au village. Ce type était complètement dingue. Et il ressemblait à la veuve Quincereau en plus jeune. Il juriait, il insultait. D'accord? Mais nous, on était de plus en plus nombreux devant la maison. Et ça le rendait de plus en plus fou. C'était dingue. Alors il hurlait, il s'est mis à gueuler comme un branc. Vive la France libre! Fou. Et puis il y a eu l'explosion. Au fond, il risquait pas grand-chose. La carabine était trop vieille, elle a pété dans les mains du type. Le temps de revenir de notre stupeur, et on entrait en force dans la maison. Le gendarme Habert emboîte le pas de son chef et traverse l'allée. Le jardin est en friche, totalement délabré. Mais le pire reste à découvrir. Le chef ouvre la porte de la maison et s'immobilise stupéfait sur le seuil. L'endroit est un cloaque. Tapisserie en lambeaux, traces d'humidité partout, meubles pourris, sol jonché d'ordures. Comme si le temps s'était figé. Comme si un monde chaotique s'était statufié au milieu d'immondices. Le sol était poisseux, d'une saleté repoussante. Ils avaient transformé tout le rez-de-chaussée en basse-cour. Il y avait des fientes sur les meubles, sur les tapis. Le chef, elle était tout retournée. Ils avaient aussi recouvert les fenêtres de papier bleu foncé, comme à l'époque du couvre-feu. À ce moment-là, ça nous est apparu comme un détail. Pourtant, la clé de l'énigme Quincereau était là, dans ce papier bleu foncé. Alors le bruit a couru comme une traînée de poudre. Le blessé, eh ben, c'était Raymond, le fils Quincereau. Alors moi je comprenais rien puisque j'avais jamais entendu parler de lui. Alors j'ai demandé à un aîné, et l'aîné il m'a dit c'est normal parce qu'il est mort il y a 22 ans. Pendant que mon chef soignait les blessures de Raymond, j'ai entendu une voix sèche et haineuse nous prendre à partie. C'était la vieille Quincereau. Elle n'était plus qu'une forme noire, recroquevillée dans un lit d'une saleté repoussante. Elle disait qu'on avait tout cassé, qu'ils étaient bien tous les deux, elle et son fils, qu'il fallait qu'on les laisse tranquilles. Si la veuve Quincereau n'était pas tombée malade, combien de temps elle et son fils auraient-ils survécu dans ces conditions sordides, coupées de la réalité, isolées dans leur infecte gourbie? Alors que la vieille femme est conduite à l'hôpital, Raymond guérit rapidement de ses blessures, mais l'explosion de son fusil l'a définitivement aveuglé. Il conservera jusqu'à sa mort, gravées sur ses rétines, les images de sa dernière promenade à l'air libre. C'était en 1943. Peu après, les Quincereau sont interrogés par la police. Et une autre vérité se dessine peu à peu. Et elle est terrifiante. Alors, Marie, la mère Quincereau, avait tué Raymond sur le tard. Elle devait avoir dans les 40 ans. Et à cette époque, c'était vraiment tard pour une première naissance. Alors, elle était possessive. Elle a reporté tout son amour. Il n'y en avait que pour cet enfant. Elle l'étouffait, elle le gâtait. Le gâtait, je ne sais même pas trop si elle le gâtait, mais enfin, elle l'aimait à la folie. Elle l'aimait mal, l'étouffait. C'était une... Vraiment... Elle avait reporté toute son affection sur lui. Pauvre Raymond.
Une fois le père évincé, Madame Quincereau a pu mettre en marche son plan machiavélique. C'est Raymond qui m'a expliqué tout ça une fois qu'il a compris qu'elle l'avait manipulé du début à la fin. Au début, elle s'est servie de faits très réels, très concrets et très crédibles. Pour alimenter son mensonge, Madame Quincereau se servait des nouvelles alarmantes de la guerre. Les nouvelles locales, comme les nouvelles du front de Russie, par exemple. Elle disait qu'elle captait ça sur sa petite radio portative. En fait, le monde autour de Raymond se rétrécissait complètement et il se sentait complètement traqué. Il n'osait même plus sortir de sa maison. Et finalement, il s'était installé une espèce de petite chambre dans la cave. Parfois, la nuit, il arrivait à sortir de son trou, il marchait. Mais je sais qu'il n'osait jamais allumer la lumière, ouvrir une fenêtre. Il était complètement coincé. Quand on l'a conduit à l'hôpital, Raymond a hurlé pendant tout le voyage. Il disait qu'il refusait de partir en Allemagne. Il était persuadé qu'on l'amenait au fin fond de la Prusse effectuer le service du travail obligatoire. Quelques jours avant sa mort, il m'a confié son carnet. J'ai toujours du mal à lire ça encore maintenant, mais c'est la seule preuve de cette guerre imaginaire qui a complètement détruit la vie de Raymond. Tout en il y a un passage. Aujourd'hui, maman m'a dit que les Boches avaient perdu un combat en Afrique du Nord. Ils ont été repoussés, il y a eu beaucoup de morts. Mais ça ne change rien ici. Hier, elle a croisé une garnison à l'entrée du village et cherchait quelqu'un. Elle ne m'a pas dit qui, mais je suis sûre que c'était moi. C'est daté du 3 novembre 1960. Nous avons eu du mal à comprendre pourquoi Madame Quincereau avait inventé cette histoire à l'usage exclusif de son fils. Elle est morte sans nous le dire. C'est Raymond qui nous a mis sur la voie, plus tard, quand il a commencé à parler de Madeleine. On aurait dit un adolescent un peu timide. Sauf qu'à l'époque, il avait 40 ans. Lorsque la presse invente cette incroyable affaire, une corde de journalistes s'agglutine aussitôt au chevet de Mme Quincereau. La malade ne manifeste ni regret, ni culpabilité, car sa vie durant, elle a poursuivi avec acharnement un but unique, s'approprier son fils, le maintenir corps et âme sous son contrôle. Comme elle est le seul lien qui le relie à l'extérieur, elle multiplie les précautions pour préserver son terrifiant secret. Elle casse le poste de radio, explique à son fils que, faute de papier, les journaux ont cessé de paraître. Et pendant 22 ans, en mère abusive, psychopathe, Marie Quincereau entretient soigneusement sa mystification. Par son intermédiaire, elle fait vivre à Raymond la plus effroyable des guerres. Et pour satisfaire sa folie possessive, elle n'hésite pas à recourir à tous les stratagèmes. C'est le gendarme qui m'a dit que Raymond était à l'hôpital. Raymond, vivant. J'ai voulu tout de suite aller le voir. Tout de suite, tout de suite. Je suis allée, je suis entrée dans sa chambre, sans faire de bruit. Il y avait une lumière merveilleuse. J'ai posé mon sac. Et il a dit « Madeleine !» Vous vous rendez compte? Ça faisait 30 ans qu'il ne m'avait pas vu, il ne pouvait pas me voir, il était aveugle. Il ne m'avait pas entendu. Il a eu l'intuition que c'était moi. C'était magnifique, c'était merveilleux. Ils ont pris l'habitude de se promener comme un vieux couple d'amoureux, la main dans la main, assis là sur ce banc, et ils s'asseyaient sans rien dire, les yeux dans les yeux. Ils étaient extrêmement touchants tous les deux. On a été heureux, heureux, heureux. Finalement, ce temps de bonheur qu'on a eu a payé largement toutes les larmes et tous les malheurs qu'il avait eus. Je vous ai dit que c'était mon premier amour. J'ai menti. Ça a été mon seul et mon unique amour. Il est mort il y a 10 ans. Ça fait rien. On a été bien heureux quand même. C'est Madame Quincereau et sa folie de mère abusive qui a détruit leur vie et leur amour. En fait, dès qu'elle a compris que son fils allait épouser Madeleine, elle n'a pas supporté qu'une autre femme lui vole son enfant.
Alors elle a tout fait. Et puis voyant que lui-même était paniqué et ne sortait plus de la maison, elle en a profité pour évincer sa rivale. Elle a même proposé de se faire la passeuse de lettres entre les deux amoureux. Donc elle volait les lettres de Raymond, qu'elle cachait sous son matelas, et les lettres que Madeleine lui donnait pour son fils, elle les interceptait au fur et à mesure. Je vais vous en lire une. C'est quelque chose. Elle date de 1948, le 18 mai. Mon amour, depuis l'échec du débarquement américain, je ne sais plus quoi penser. Combien de temps encore cette situation va-t-elle durer? Attends-moi, je t'en supplie. Je t'aime. Nous allons nous marier. J'ai la bénédiction de maman. Nous aurons plein d'enfants, car un jour, cette sale guerre sera finie. Bien à toi, Raymond. À sa manière, l'histoire de Raymond est un conte délirant, cruel, raconté par une mère abusive qui a sombré dans la folie. Pendant 1001 nuits, Scheherazade a tissé un fabuleux récit mêlant rêve et réalité, légende et féerie. Et bien des siècles plus tard, Marie Quincereau a accompli un exploit plus incroyable encore, puisque son histoire, elle ne s'est interrompue qu'après 8030 nuits.